Dans le deuxième webinaire de cette journée du Digital Learning Fest sur le thème de Faites de la formation un levier de performance. Nous sommes maintenant sur la table ronde dans laquelle j'ai le plaisir d'animer avec plusieurs personnes, dont une ne nous a pas rejoint encore. On va voir, on va l'attendre un petit peu. En attendant, je vais lancer le sujet qui est réinventer les équipes Learning and Development. Donc, quelles sont les priorités des Chief Learning Officers en 2026 ? Un petit mot pour vous dire que pendant longtemps, ce que j'ai pu voir chez mes clients, c'était des équipes L&D qui avaient une mission claire, c'était produire et puis diffuser de la formation et l'administrer bien entendu derrière aussi. Et en 2026, un challenge supplémentaire, elles doivent quand même beaucoup plus démontrer l'impact business. C'est une grosse préoccupation. Intégrer l'IA, c'est le grand sujet du jour. Accompagner aussi les transformations métiers. Travailler avec les managers qui sont centraux dans la partie formation. Je ne suis pas la seule à être de cet avis, je pense. Et puis, gérer des compétences, surtout des compétences critiques. Et puis, elles doivent faire parfois tout ça avec les mêmes équipes. Certains dans la salle se reconnaîtront. Donc, aujourd'hui, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui change vraiment pour les Chief Learning Officers, quelles priorités émergent, et puis surtout, à quoi vont ressembler les équipes qui restent L&D, qui restent stratégiques demain. Et puis, pour éviter un discours trop lisse, on leur a demandé d'être relativement concret et puis parfois même un peu provoque. J'espère que le message est passé pour vous. Donc, on va venir sur qui nous avons autour de la table. On espère que Florent, qui est en dernier, sera là le temps que vous vous présentiez. Donc, moi, je suis Élodie Primo, la fondatrice et directrice de Moss Mind on Site. Donc, nous sommes dans le groupe de formation Emslev Fraser et nous développons des solutions de digital learning, notamment un blended LMS boosté par l'IA. Et je laisse Bérangère se présenter. Bonjour à tous, ravie d'être avec vous. Moi, je suis Learning et Development Manager à Canal+. Je m'occupe particulièrement de la formation des forces de vente France et notamment pour nos partenaires de centres d'appel. Et bonjour à tous et à tous. Je suis ravi d'être avec vous. Jean Recoulier, moi je suis en fait directeur des opérations pédagogie digitale et innovation au sein de Safran University, qui est l'université du groupe Safran, groupe industriel de haute technologie dans le domaine de l'aéronautique, l'espace et la défense. Merci. Alors, pour les présentations côté de nos invités et participants, vous pouvez indiquer, moi j'aime bien, comme dans le webinaire précédent, savoir où vous êtes. On avait sur le webinaire précédent pas que des Français et des Suisses, parce que moi je suis basée à Lausanne et puis Bérangère et Jean-Roch, vous êtes plutôt côté Paris. Voilà. Donc, intéressant de voir où vous êtes de l'autre côté. Florence, ça tourne lentement, mais on espère qu'il va arriver à nous rejoindre. Je vois qu'une Portugaise à San Francisco, Anna. Anna, est-ce que je te connais? Je pense que oui. Donc, Madagascar, on a des clients à Madagascar, tiens donc. Donc, intéressant, Normandie, Montpellier. Super. Mais c'est super, hein, c'est super. On a du monde un peu partout. De la Corse. Lille, le nord qui est très chaud en ce moment. Florent, es-tu parmi nous? Oui, je vous entends. Oui, super, super. Eh bien, on va te laisser te présenter, même si on ne te voit pas, c'est pas grave, au moins on pourra t'entendre. Je vais essayer de…
même si on me voit en très gros sur mon Ah, mais téléphone, oui, avec les moyens parfait. du bord. Juste à temps, tu vois. J'ai meublé suffisamment pour que tu puisses arriver. Merci Elodie. Bonjour à toutes et à tous. Florent Grésaud-Verrier, moi je pilote l'équipe et la formation pour Deloitte. Donc Deloitte qui est une entreprise de 470 000 personnes dans le monde et 7 000 personnes en France et en Afrique francophone. Donc équipe de formation pour Deloitte, Deloitte autour des activités de conseil, bien évidemment qu'on connaît, mais aussi d'audit et de profession juridique, pleine transformation, notamment avec. Merci pour cette présentation. Alors, on aura deux grandes parties dans cette table ronde. Le premier sur les enjeux et transformations au sein des directions L&D, avec ensuite les nouvelles priorités pour réinventer les équipes, Learning and Development. Donc, sur la première partie, on va commencer par un petit sondage. Je reviens. Ouais, c'est Fast and Curious pour vous. Quelle est finalement la croyance L&D que vous ne supportez plus en 2026? Donc, je vous demande une réponse super courte, hein, pas de langue de bois. Donc, je vous laisse enchaîner entre vous, comme vous le souhaitez. Eh ben, on y va. Peut-être la croyance, c'est à la fois que la formation va tout résoudre et en même temps, on n'arrive pas toujours à prouver l'impact. Donc, en fait, c'est plutôt de penser qu'on va, dès qu'il y a un problème, on va déployer une formation et que tout se résolvera instantanément derrière. Il y a un petit côté, je mets un catalogue à dispo et puis ça développera la culture de l'apprentissage. Voilà, c'est un petit truc qu'on entend quand même souvent et qu'il suffirait de mettre, alors que l'accompagnement, le suivi sont absolument indispensables. Voilà, moi, c'est peut-être ma petite pensée du matin. Merci. Qui veut suivre? Alors, je peux peut-être dire un mot si vous voulez. Je crois que c'est une croyance, enfin, on a compris assez tardivement, mais je pense que c'est quelque chose d'important. C'est l'idée aussi que les projets qu'on peut mener au niveau ressources humaines, qui parlent le langage ressources humaines, vont véritablement, et je fais un peu la liaison avec Bérangère, toucher les opérationnels. En fait, ce que l'on a compris, c'est que lorsqu'on va parler de concepts comme par exemple l'entreprise apprenante dans les départements opérationnels, en fait, il vaut mieux l'aborder par voie indirecte. C'est-à-dire qu'il vaut mieux venir en se connectant aux besoins opérationnels, par exemple, d'accélérer chez nous les cadences de formation sur les postes de travail et au final, faire de l'entreprise apprenante plutôt par corollaire, c'est-à-dire en gros, mobiliser par exemple sur une action de formation tutorale des hommes et des femmes qui s'engagent comme tuteurs ou tutrices, ça permet de dire en corollaire qu'on fait de l'entreprise apprenante. Donc finalement, la croyance qu'on avait d'arriver avec une approche plutôt RH des choses me semble plutôt chez nous révolue. L'idée est plutôt d'arriver en se connectant aux besoins opérationnels et finalement de transformer ces concepts par conséquence, par corollaire, tels que l'entreprise apprenante, donc finalement de les faire vivre par voie indirecte. Voilà, quelque chose d'important chez nous, qu'on a réalisé assez tardivement, mais qui maintenant est un sujet, un principe sur lequel on s'appuie pour tout ce qu'on peut déployer, par exemple, sur les postes de travail dans nos usines. Florent? Je ne supporte plus. Vous m'entendez bien? Ça Plus dépend. ou moins. Plus ou moins. Ok. Problème de connexion. Oui, on ne t'entend pas bien. Ouais. On t'entend plus. Il est parti. Ah oui, bah oui. Ah, voici le voilà. Le techno, c'est bien quand ça marche. Hein. Après, c'était ce matin avec Pierre Monclos.
qui disait qu'avec la chaleur, il y avait eu justement des ordinateurs qui surchauffaient et que voilà, il y avait des gros problèmes des fois de connexion de plantage. Je pense que Florent est en train de vivre quelque chose de similaire parce qu'au niveau de Demio, c'est assez fluide normalement. Bon, on va l'entendre tout à l'heure. On reviendra sur la question pour lui. On va pouvoir avancer. Donc, on va aller maintenant sur une question qui est plus autour de qu'est-ce qui change dans vos équipes. Moi, je dirais même qu'est-ce que vous allez continuer de faire et puis qu'est-ce que vous continuez d'arrêter. On peut aussi l'avoir comme ça. Qui veut se lancer? Bérangère, je t'en prie, hein, si tu veux. Non, ouais. Vas-y, il y a tellement de choses qui changent. Là, il y a un peu de tout, en fait. Évidemment, on reparlera de l'IA, mais l'IA, elle vient quand même taper à plusieurs portes. Alors, ce qui change, ça va être nos outils, parce que quand même, il va falloir être IA compatible. Ça va être aussi nos budgets qui changent. Ça va être les compétences de l'équipe aussi impactées par, mais on y reviendra peut-être plus en détail, mais c'est aussi du coup ce que tu dis, l'activité. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne faisait pas et qu'on va faire? Parce qu'avant, c'était difficile d'avoir un ROI dessus, mais là, avec l'IA, si on peut le faire rapidement et que ça peut nous aider, voilà, c'est aussi l'équilibre de l'équipe. Donc ça, sans doute, on en reparlera. Mais en fait, ce qui change, c'est notre manière de travailler, nos compétences, notre équilibre d'équipe. C'est aussi notre équilibre, j'allais dire, d'activité, mais mental aussi, avec tout ce qui va très vite. Du coup, je ne sais pas si on développe là, mais ce qui change, c'est la vitesse, c'est les outils, les partenaires, les compétences. Voilà. Je ne sais pas si on développera à peu près, mais après, je ne sais pas, je vais laisser les garçons aussi et on rentrera peut-être dans le détail après. Tout à fait. Avec Parfait plaisir. comme ça. Florent, ça y est, on te voit. Si tu veux prendre la main ou comme tu veux, Florent. Ouais, je vais. Désolé, ma connexion coupe. Moi, de toute façon, pour rebondir avec la question précédente et faire le lien avec celle-ci, c'est aujourd'hui, je crois que le LND, c'est plus ni de produire du contenu, ni simplement de déployer des formations. Bien sûr, ces deux éléments-là restent le cœur du réacteur, mais en 2026 et a fortiori dans les années qui vont suivre, avec l'IA générative et produire du contenu est devenu quasiment gratuit et à la portée de tout un chacun, même si parfois l'intention pédagogique et la valeur pédagogique n'y est pas. Mais et à la fois les opérations sont ou vont être automatisées, voire externalisées. Et pour moi, ce qui a de la valeur dans les équipes L&D aujourd'hui et demain, c'est de déplacer la valeur et c'est plutôt de savoir quoi recommander, à qui, à quel moment, pourquoi. D'apporter le bon contenu au bon moment, à la bonne personne pour développer la bonne compétence. Donc vraiment, le métier s'est déplacé et la chaîne de valeur L&D s'est déplacée de la production plutôt vers la curation et l'architecture d'un écosystème de compétences à travers des outils, mais aussi des modes de fonctionnement. On ne peut plus être simplement des producteurs de contenu et on ne peut plus simplement mettre à disposition des contenus, sinon on va se faire remplacer, et à juste titre, mais plutôt de porter une transformation. Et c'est ce qu'on nous demande d'ailleurs en 2026. On demande des choses qu'on ne nous demandait pas il y a 2 ans. L'acculturation IA, la transformation des métiers, réfléchir sur les compétences, l'accompagnement du management dans un environnement de plus en plus mouvant, agile. Et on est vraiment passé d'une logique de catalogue, de producteur de contenu à une logique de flux, voire une logique de conseil interne, avec une équipe L&D qui se contente plus de répondre à des demandes, mais qui doit anticiper les besoins en transformation plus vite que les métiers ne les formulent. Pour moi, c'est ça qui change vraiment en 2026. Oui, je peux rebondir là-dessus. En fait, en tout cas, en écho à ce qu'on observe dans notre univers industriel, il y a vraiment un appui qui est au-delà des contenus produits qui finalement relèvent du comment et moins du résultat attendu, de connexion très très forte au travail. Donc on a un curseur, vous avez peut-être remarqué dans les dernières conférences qu'on voit à droite à gauche, on commence enfin à parler
des opérateurs, opératrices, techniciens, techniciennes. Hein. Donc, tout cet univers col bleu, on commence à le valoriser pendant très longtemps, on n'en a pas du tout parlé. Et l'information est extrêmement attendue par sa connexion au travail et sa capacité, évidemment, de démonstration d'impact vis-à-vis du business. D'ailleurs, par contre, à contrario, ce qui ne change pas, c'est l'importance de la courroie de transmission avec le business, qui fonde d'ailleurs l'existence des universités comme la mienne, hein, dans des groupes industriels comme Safran. Et on est très attendu, en particulier, là on revient à ce que disait Bérangère, ça change très vite, avec un phénomène qui a pris beaucoup d'importance ces dernières années. On le voyait, mais peut-être un peu moins, mais là il est très très amplifié. Ce sont les approches de reconversion et de montée en compétences sur lesquelles on est très très attendu. Donc là c'est du concret. Par exemple, pour vous citer des cas, chez Safran, on reconvertit toutes sortes de métiers, parce que malheureusement, on ne trouve pas toujours par voie directe sur certains métiers en tension, vous les connaissez bien, la supply chain, les chaudronniers, etc. Et donc, on fait de plus en plus de reconversions de métiers très divers, comme par exemple des paysagistes ou encore des boulangers, etc. Et ça, c'est un nouvel attendu très prononcé pour la formation, en tout cas dans des groupes industriels comme le mien. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la formation, souvent, désormais, va s'allier avec d'autres partenaires chez Safran. L'université Safran est alliée avec la direction Industrie Achat Performance Group, justement sur ces problématiques de reconversion et de montée en compétences sur nos 200 sites de production. Il y a quelques illustrations. Merci pour ces commentaires qui se complètent bien. Et aujourd'hui, dans l'approche, hein, vous avez pu le voir, on va être sur des questions, donc c'est assez libre hein, du côté de nos intervenants. De votre côté, participants, vous avez vu le chat pour vous présenter. Vous pouvez aussi poser vos questions. On les prendra peut-être au fil de l'eau ou on gardera un petit moment à la fin. Donc, on verra selon ce qui arrive. On va être assez freestyle dans cette table ronde. J'avais une deuxième question. Donc, quelle reconnaissance pour l'entité learning selon les cultures d'entreprise? Parce que vous êtes tous les trois avec des publics cibles qui sont différents. Donc, c'est intéressant de pouvoir, dans des cultures d'entreprise différentes, avec des publics cibles différents. Donc, je suis intéressée d'avoir vos points de vue qui sont très complémentaires sur le sujet. Alors, on va laisser peut-être Bérangère tranquille. Et Florent, tu commences. Si ça va pour toi. Oui, ça va pour moi. Pour la reconnaissance de l'entité learning, chez nous, en fait, chez Deloitte, la formation, elle est intrinsèquement liée au modèle organisationnel et au modèle économique d'une entreprise comme Deloitte. C'est une entreprise avec un modèle organisationnel pyramidal dans lequel on vend de l'expertise et on doit la développer non seulement en permanence pour être à la page des évolutions du monde dans lequel on vit et dans lequel vivent nos clients, mais aussi on doit la développer plus vite que ce monde-là pour apporter cette longueur d'avance pour laquelle nos clients nous sollicitent. Donc notre mantra et notre motto chez Deloitte, c'est d'apprendre plus vite que le monde ne change, et c'est de toujours conserver en termes de compétences et de connaissances ce qui fait la valeur de nos consultantes et de nos consultants auprès de nos clients. Et donc, ce positionnement-là, il donne à la formation une légitimité naturelle à l'activité de la formation, avec non seulement une activité voilà, qui se défend par cette longueur d'avance nécessaire, mais aussi par le modèle organisationnel où des gens qui ont fait leur classe, des associés ou des seniors vont transmettre aux juniors pour les faire apprendre, les faire monter en compétences et les faire monter en grade. Donc ça donne cette légitimité naturelle, mais cette reconnaissance-là, elle ne se décrète pas, elle se construit beaucoup plus par la preuve qu'on apporte chaque jour dans notre activité, et elle se construit par la démonstration de l'impact. Bérangère en a parlé tout à l'heure. Quand on montre à un associé ou à un métier que l'équipe ou les collaborateurs performent mieux après un programme de formation qu'on a construit et qu'on a mené ensemble, on n'a plus besoin finalement de justifier sa propre existence. Et finalement, le vrai changement pour nous, il est celui qu'on a opéré depuis quelques mois et depuis quelques années. C'est quand naturellement, finalement, la fonction formation est invitée à la table des décisions et des négociations business, pas seulement au moment où on va parler de conduite du changement et de pilotage de la formation, mais en amont des
dès finalement la formulation des choix qui vont guider le futur de l'entreprise. Et ça, c'est une vraie réussite d'être au COMEX et d'être intégré finalement en amont, le plus en amont possible, dès la phase de décision, parce qu'on sait qu'on aura un rôle à jouer qui sera crucial et décisif pour le futur de l'entreprise. On reviendra sur la démonstration de l'impact un petit peu plus tard. On a un slide prévu pour ça. Jean-Roch ? Oui, je peux peut-être essayer donc juste de rebondir sur ce que disait Florent sur l'importance grandissante de la formation, en particulier chez nous depuis la crise sanitaire, et plus récemment avec le carnet de commandes, entre guillemets, qui nous arrive pour l'arrivée de l'intelligence artificielle dans l'entreprise. Pour moi, je dirais il y a 3 dimensions qui vont de pair avec cette reconnaissance. La première, elle est très importante chez Safran, qui travaille son histoire. Le groupe est né en tout cas, sa première entité est née en 1905. Avec les moteurs des frères Seguin. C'est pas pour rien d'ailleurs que l'entreprise possède un musée, un très très beau musée. C'est le registre identitaire. L'université Safran, c'est d'abord, et c'est l'expression du COMEX, le cœur battant des 12 filiales réunies. C'est le seul endroit où on parle Safran couramment, me disait un collègue qui allait se former sur le campus il y a 2 ans. Le deuxième critère, c'est la dimension business partner. Elle est essentielle et elle fait que l'université est encore là. C'est-à-dire, en gros, la connexion vraiment de l'offre de formation qu'on appelle les programmes stratégiques de formation, qui sont en fait des programmes connectés aux enjeux groupes et qui mélangent les hommes et les femmes des 12 filiales simultanément. C'est vraiment, là aussi, une deuxième dimension très importante qui va de pair avec la reconnaissance de l'entité dite Université Safran. Et puis, bien sûr, la troisième composante ou dimension, elle est très importante, on est très attendu là-dessus, c'est ce qu'on appelle la notion de centre d'expertise avec une logique de service, c'est-à-dire que tout ce qui se passe en matière de formation dans le groupe pour à peu près 3 100 000 heures l'année dernière, l'université, en général, intervient comme quelque part le sachant, entre guillemets, des approches pédagogiques, des démarches plateformes, tout ce qui peut soutenir les hommes et les femmes qui transmettent les savoirs dans l'entreprise, et pas seulement au niveau du campus, mais finalement sur tous les sites, dans tous les contextes d'apprentissage et de transmission. L'université va avoir cette position de centre d'expertise reconnu avec une logique de service. À titre d'exemple, on a lancé les IPO, les ingénieurs pédagogiques occasionnels, un nouveau domaine de transmission des savoirs pour soutenir celles et ceux qui fabriquent des contenus de formation partout sur le terrain. Voilà, 3 illustrations. Intéressant de voir la posture et l'élévation finalement de la formation au niveau hiérarchique et décisionnel dans l'entreprise. Tu vis là quelque chose de similaire, Bérangère ? Non, mais oui, je rebondis ce que dit Jean-Roch parce que ça me fait penser au niveau business. C'est vrai que, par exemple, on peut voir aussi, même si, par exemple, nous, on a un comité de pilotage pour les partenaires, enfin, c'est très concret avec nos partenaires de centre d'appel. Et depuis des années, on en fait partie. Et petit à petit, on a vu notre relation vraiment évoluer et se construire avec les autres équipes qui géraient vraiment la production de ces centres d'appel. Et on a, à un moment donné, on s'était dit, est-ce qu'on fait quelque chose à côté parce qu'on n'a pas le temps assez de parler de formation, mais quand même. Et ils nous ont dit, non, mais c'est important, en tout cas, même si vous faites quelque chose à côté, que vous restiez dans cette instance parce que, et c'est là qu'on a vu le lien qu'on avait construit. Et il dit, non, les données de formation, c'est important qu'elles soient présentes dans ce comité de pilotage. Et là, on s'était dit qu'on avait réussi à construire ensemble quelque chose. Et ça, c'est des frémissements, tu vois, des signes qui, moi, me donnent des signaux positifs. Et voilà, c'est des choses comme ça où avec l'IA aussi, certains viennent maintenant nous dire, parce que comme disait Florent, en tout cas sur la partie formation, et ça a vraiment impacté tout le learning. Et nous, on vient nous demander des fois, dis donc, t'as pas un outil ça, ou qu'est-ce que vous faites ça? En fait, finalement, la vision de la formation, on dit formation, c'est pas trop, et des autres équipes viennent nous poser des questions, viennent nous demander, parce que maintenant, c'est comme un peu innovant pour eux, et il y a une image différente qui se crée de l'équipe formation qui deviendrait presque technophile. Enfin, il y a un truc un peu comme ça qui est en train de bouger, où tu sens qu'on vient de solliciter pour des trucs qui avant n'arrivaient pas, en fait. Voilà, ça me faisait écho à ça, en fait.
il y a le côté technophile que tu soulignes, et puis il y a le côté aussi communication et marketing de la formation qui est important, je trouve, du côté de Canal. Si tu veux ajouter un petit mot là-dessus un peu plus tard aussi, je trouve que c'est quelque chose d'important dans votre contexte, enfin dans tous les contextes finalement. Donc, je reviendrai vers vous là-dessus. On va passer sur la prochaine slide qui charge lentement mais sûrement. Voilà. C'est sur la partie des missions, les missions qui ont pris plus de place au sein de vos équipes cette année. Et puis, avec une question sous-jacente un peu plus piquante, quelle activité prend encore énormément de temps pour très peu de valeur? Si vous arrivez à en choper une pour illustrer. Qui veut se lancer? Je peux démarrer. Vas-y, Florent, vas-y. Non, moi je peux me lancer parce que notre plan stratégique et finalement notre stratégie formation se concentre principalement autour de ces 3 axes. 2 axes évidents du fait de la transformation en cours dans les métiers du service et les métiers du conseil et de l'audit, c'est bien sûr l'intelligence artificielle. Donc, c'est le premier sujet qui a explosé, l'IA, avec des efforts sur l'acculturation, notamment transverse, pour faire de Deloitte vraiment ce partenaire d'IA de confiance auprès de nos clients et de notre réseau, avec une académie IA qu'on a lancée la semaine dernière, qui a abouti concrètement la semaine dernière, une académie IA qui traite à la fois des sujets vraiment transverses à l'entreprise, mais qui vont aussi dans des cas d'usage métiers. C'est là qu'on était attendu. On a des métiers assez différents. Donc, c'était le premier sujet sur lequel on a beaucoup travaillé cette année. Et puis, le second sujet, en corollaire, c'est finalement l'aspect humain, l'IA remplaçant ou en tout cas externalisant une partie des savoir-faire et des savoirs métiers. L'accent est mis et continuera à être mis sur les compétences proprement humaines, et notamment 2 sur lesquelles on a particulièrement mis l'accent cette année: l'accompagnement de nos managers, qui sont un des leviers clés pour nous pour faire passer les transformations, mais également qui seront la prochaine génération d'associés. Donc les managers pour lesquels on a lancé un programme plus long de 18 mois pour les former, avec des partenaires externes, avec HEC notamment, sur bien sûr des fondamentaux du management, mais aussi la dimension de leadership appliquée au monde banni finalement, au monde qui évolue très très rapidement, et ce concept de prise de hauteur, de latéralité, de faire un pas de côté pour conserver un esprit critique. Et ça, c'est le deuxième thème sur lequel on a beaucoup travaillé cette année. Faire un esprit critique face aux productions de l'IA qui parfois nous empêchent qui certes nous font accélérer, mais qui sont parfois aussi un révélateur de nos fragilités cognitives. Donc c'est comment garder la valeur de l'humain avec une accélération technologique. Donc c'est ces 2 sujets qui se rejoignent de cette façon-là, à la fois technologie, IA, déploiement dans les métiers, mais également valeurs humaines et compétences humaines à conserver et accélérer pour les prochaines années. Et ce que je dirais, c'est pour prolonger sur la question, qu'est-ce qui nous prend encore beaucoup de temps? On est encore dans une culture, on est dans une culture d'excellence, à faire bien les choses. Donc, on est en train de revoir aussi tout le pilotage des opérations pour le rendre beaucoup plus lean. Et aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé et qu'on souhaite accélérer en termes de rationalisation, d'automatisation dans les prochains mois. Donc, il nous prend encore énormément de temps parce qu'on veut faire les choses bien, mais qui demain sera passablement, va évoluer fortement vers des métiers et de l'expertise, data notamment, et analyse de tendances prospectives. Je te remercie. J'ai mis un petit complément d'infos sur Banni. J'ai fait une simple recherche Google pour vous donner la définition. Je consomme peu.
Bérangère, tu veux… Oui, ben non, mais du coup, nous, on a passé notre S1 quasiment à faire des POC de simulateurs conversationnels, donc on en sort là. Comme voilà, c'est ce que disait Florence, et l'IA, bon, bah voilà, on est vraiment dedans. Alors, avec des choses qui nous apportent vraiment en termes de coproduction, et des choses comme les simulateurs conversationnels qui nous ont demandé énormément de temps pour faire ces POC, pour arriver à régler les recettes, pour que l'IA réponde correctement. Enfin, il y a vraiment deux mondes, entre le monde des outils qui aident l'équipe à produire et les outils, les nouveaux formats, notamment de simulateurs conversationnels. En tout cas, nous c'est ce qu'on a testé pour offrir des nouvelles expériences apprenants. Donc ça nous a pris beaucoup de temps. Et parallèlement, on a aussi renforcé les parcours ciblés. Ce que disait Rock au tout début, c'est que on essaye vraiment de plus en plus de faire des parcours des fois plus petits, des fois plus pokés en fait, parce qu'on a besoin d'essayer de prouver l'impact. Et donc du coup, et là pour le coup, on a remis vraiment beaucoup de présentiel. On est allé chez nos partenaires, on a fait des coachings vraiment présentiels. Et on voudrait peut-être y mettre de l'IA, du simulateur après. Donc vraiment, l'émission, c'est à la fois ça, c'est l'IA et quel outil, quel format apprenant, et le présentiel qu'on a rajouté, enfin qu'on n'avait pas arrêté, mais qu'on n'arrête pas d'ailleurs, et que certainement on va remettre beaucoup plus encore dans nos parcours ciblés, parce qu'on en revient à l'accompagnement, le lien. Enfin, en fait, c'est vraiment des parcours mixtes en fait, voilà. Et est-ce qu'on n'a pas craqué? Alors, si dans l'audience, certains ont trouvé des solutions magiques, moi, je prends. Nous, on a beaucoup de mises à jour à faire. Beaucoup. Et alors, on arrive à produire vachement de contenu et tout. Par contre, les mettre à jour, ça, moi, je n'ai pas trouvé en termes d'outils. À la limite, des fois, ça va plus vite maintenant de reproduire le contenu que de le mettre à jour. Tellement on a fait des progrès sur la production, mais la mise à jour, elle est toujours laborieuse en fait. Il faut que tu connaisses super bien ton catalogue et tes dispositifs. Et nous, on a des thématiques aussi bien techniques, offres, partenariats, enfin, ça peut être matériel, tout ça. Et il ne se passe pas une semaine où on fait plusieurs mises à jour, quoi. Et donc, du coup, ça, alors je ne dirais pas que ça n'a pas de valeur ajoutée, parce que c'est absolument fondamental. Donc, il faut le faire, ça c'est sûr. Par contre, mon rêve, là, ce serait que voilà, on arrive à trouver quelque chose qui nous aide beaucoup plus à faire ces mises à jour. Voilà. C'est pas glamour, mais en fait, c'est quand même bien notre quotidien, ça, les mises à jour opérationnelles. Voilà. En plus, dans des formats de contenu qui sont très variés, qui sont très riches, avec un énorme catalogue, des énormes ressources, on va dire, de formation. Et comme tu le dis aussi, là, on a quand même le grand retour du présentiel, et c'est important de savoir aussi ce qu'il y a dedans. Il y a les supports aussi des animateurs, donc des choses, voilà, il y a tout un impact data. J'ai pris note. Présentiel et digital, les deux types de mise à jour. J'ai pris note, je vais voir avec les équipes R&D s'ils ont des bonnes idées par rapport à ça. On en avait déjà parlé un peu, mais c'est vrai que là, il y a peut-être des choses qui s'avancent tellement vite, carrément. Oui, parce que c'est aussi sa puissance, l'IA, de pouvoir gérer beaucoup de data et de pouvoir relever aussi des incohérences. Au-delà, on la traite de simulatrice, de fabulatrice, etc. Mais il y a aussi sa grande capacité à aller voir et à rechercher dans beaucoup de données pour mettre en évidence ça. Donc, merci de faire avancer le chimie biblique. Jean-Roch. Oui, avec plaisir. Alors, je vous propose peut-être 4 axes sur lesquels on travaille ardemment là, en ce moment au sein de Safran. Le premier, c'est un axe plutôt d'organisation interne. Il y a un rôle qui a pris beaucoup d'importance ces dernières années, et en particulier cette année. C'est un rôle qu'on appelle le rôle du méthodiste, et donc en charge de vérifier que ce que l'on produit, qui est de plus en plus complexe en termes de parcours de formation, va fonctionner dans l'écosystème de formation. Donc le méthodiste, en fait, va regarder, entre autres, si la formation est correctement ingéniurée pour qu'on puisse ensuite la déployer à grande échelle.
On lui a adjoint cette année à nouveau une nouvelle dimension qui est plutôt l'analyse des données, sur lesquelles il y a encore fort à faire dans les départements RH et universités pour travailler un peu plus le prédictif, parce qu'aujourd'hui, on ne fait, à mon avis, pas très bien chez nous. Donc ça, c'est un premier composant interne, mais qui a une importance considérable pour passer à l'échelle et délivrer avec le niveau de qualité escompté. La deuxième dimension, alors là, qui est lancée jusqu'en 2030, c'est le déploiement de la phase 2 du projet de transformation du learning chez Safran, c'est l'international. Là, c'est vraiment un sujet compliqué, en même temps un sujet très important pour le groupe, puisque désormais, la moitié de la population de nos salariés se situe à l'international dans une trentaine de pays. Et là, on se heurte à beaucoup de problématiques. Donc, on apprend en marchant, mais vous voyez, des taux d'absentéisme qui peuvent être très élevés selon les nations, des problématiques de compréhension des bassins d'emploi, par exemple le Mexique, 17 000 hommes et femmes. Donc, c'est un sujet qui va nous occuper plusieurs années. L'idée, c'est d'amener l'international avec la même maturité que la France qui tourne déjà à fond. Et donc, nous avons lancé des coordinateurs, des coordinatrices de zone, par exemple le Mexique, le Maroc, où nous avons de gros bassins d'emploi. Et on va avoir quelques années pour doubler nos heures à l'international avec un niveau de qualité équivalent à la France. Donc ça, c'est un mandat que nous confie le COMEX. Troisième dimension, en rebond avec Florence, c'est l'IA dans les métiers. Là, il y a énormément de projets qui tournent chez nous. On est très fiers de lancer lundi prochain le Criticaton, qui est un projet inter-entreprise. Il y a 12 groupes avec nous. 12 groupes internationaux français qui lancent en même temps que nous un voyage d'apprentissage de 4 semaines centré autour de l'apprentissage et le partage sur la compétence, entre guillemets, esprit critique, avec des moments personnels et des conférences avec des gens qui vont intervenir sur ce sujet d'importance. Donc là, on est vraiment dans la métacompétence qui est l'esprit critique, dont je pense on a toutes et tous beaucoup besoin aujourd'hui. On a également des projets en lien avec ce que disait Bérangère sur l'utilisation des conversations simulées dans nos voyages d'apprentissage. Donc, moi, j'appelle ça l'IA de confrontation. C'est-à-dire que c'est un nouvel outil auteur qui ouvrira ses portes en POC, en Proof of Concept, en Q3 pour nos auteurs-autrices. Autrement dit, on pourra programmer nous-mêmes nos conversations simulées et créer des sas d'entraînement qui seront positionnés dans nos parcours multimodaux. Et puis, il y a également des réflexions sur l'apprentissage, mais aussi le désapprentissage avec l'IA. Donc là, c'est un grand projet mené avec plusieurs entreprises comme France Travail et l'Université de Nanterre, pour lequel on aura les résultats en mai 2027. Donc là, les entretiens sont en cours dans tous les groupes qui engagent pour voir ce que produit l'IA. Et je pense que pour nous, en pédagogie, c'est très important aussi de suivre tout ça de très près, parce que ça va toucher directement nos apprenantes, nos apprenants, et je dirais même leur surcharge cognitive, mais aussi finalement leur capacité à conserver leur libre arbitre. Donc, Safran réfléchit à la création d'une école de la pensée, dont le premier opus est donc le Criticaton inter-entreprise qui commence lundi prochain. Et puis, dernier axe, mais très important pour nous, là, cette fois, du côté des territoires col bleu, c'est continuer à mettre en place des méthodologies de captation des savoir-faire. Ça, on en a plusieurs opérationnels. Et on travaille à maintenant à positionner la captation de l'expérience, qui est un projet qui démarre avec un partenaire. Et on va travailler ça dans certaines usines pour aller au-delà du savoir-faire unitaire, mais plutôt de l'expérience, quelque part, du collaborateur ou de la collaboratrice. Donc ça c'est un sujet également très important. Et puis, dernier point, on peut le dire, puisqu'on y a renoncé, Safran ne fera pas de skills-based organization tel qu'on l'entend par Mont et par Vaux, après avoir essayé et n'avoir pas réussi, parce que, vous le savez, beaucoup de proof of concept ratent aussi. On va plutôt partir du terrain et on a lancé les matrices de polyvalence et de polycompétence. L'intérêt ici, c'est que la compétence est connectée aux besoins opérationnels. Donc, il y a une première filiale Safran qui est en train de tester ces matrices qui permettent d'optimiser le parc des compétences sur un floor industriel. Les résultats semblent assez prometteurs et on espère évidemment, si on y arrive, le généraliser à l'ensemble des filiales. Vous voyez donc des sujets très très variés qui nous occupent énormément à tous les niveaux de l'organisation. Alors, un point, parce qu'il y a la question aussi de qu'est-ce qui reste très lourd à gérer. Pour être honnête avec vous, les données dans le domaine de la RH restent encore trop dispersées et aussi trop peu qualitatives. On a un enjeu énorme de nettoyage des datas
en particulier les programmes sociétés, car nos filiales aussi, bien sûr, ingénierie et délivrent de la formation. Et ça, c'est un enjeu et un challenge qu'on s'est fixé pour la fin de l'année, de nettoyer tous les programmes de formation qui ne sont pas complets dans l'écosystème. Si on veut faire tourner l'IA dessus proprement ou faire des analyses grâce à l'IA, il faudrait-il encore que les données soient correctes. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Voilà. Eh bien, merci. 3 éclairages très différents et qui nous amènent justement des perspectives. Donc, le plus gros challenge cette année, quel a-t-il été ou quel sera-t-il? Très rapidement, en quelques mots. Bérangère? Du coup, ça rejoint en fait le point d'avant. Ça va être de tirer des bilans d'époques qu'on a fait et puis en même temps de savoir si on y va pas. Donc ça, c'est les gros enjeux parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que maintenant qu'il y a l'IA, le choix des partenaires, il est quand même crucial. Et du coup, je vois, Jean-Roch en a parlé, eux, ils ont choisi de faire en interne. Et ça, c'est des vrais choix d'entreprise après, parce que l'IA crée quand même une dépendance aux partenaires. Et donc, le partenaire, quand je dois choisir un partenaire, je sais qu'après, si je ne travaille plus avec lui, je vais perdre en fait. Mes simulations, elles ne fonctionneront plus. Donc, ça, c'est un gros enjeu, un gros challenge, c'est de se dire, est-ce que j'y vais? Est-ce que vraiment les voyants sont ouverts? Et sachant que quand on choisit un partenaire, il y a vraiment ce que nous, on a vécu dans le POC, mais il y a aussi après tous les circuits internes que beaucoup doivent connaître avec les achats, le juridique, la sécurité. Et c'est bien normal, mais ça peut prendre aussi beaucoup de temps dans le process. Et donc, le challenge, c'est d'arriver à trouver le bon partenaire pour ces simulations, par exemple. Et après, j'allais dire d'un point de vue plus dispositif pédagogique, c'est de placer ces nouveaux formats d'apprentissage à des endroits clés, de pouvoir les suivre, pouvoir mesurer l'impact et donc, en effet, traiter la data, etc. Donc, voilà, c'est des enjeux plutôt liés à l'IA, mais pas que, avec les dispositifs. Vous toujours rester critique sur nos dispositifs de formation, toujours être sûr que le sens est complètement aligné sur parce qu'on part toujours d'un besoin terrain, que ce soit toujours aligné, que ce ne soit pas des simulations pour des simulations. Enfin, voilà, donc il y a un gros enjeu autour de ça, au lieu de se stabiliser dans nos dispositifs et puis choisir les bons partenaires qui feront la bonne expérience aussi. Voilà. Florent, en un mot sur ce que toi tu as vécu? Oui, alors plutôt de manière synthétique et très rapidement. Moi, je trouve que le plus gros challenge de l'année, mais aussi des années qui vont suivre pour Deloitte, mais aussi pour les directions LND, c'est la vitesse. On parlait de l'IA générative, on parlait de projets qui redirigent, qui se redirigent, qui échouent parfois, sur lesquels on apprend. Bref, tout bouge en même temps. Et c'est vrai que à la fois les entreprises, le challenge des entreprises, c'est de tenir le rythme dans un contexte où les problématiques évoluent, les projets parfois peuvent s'arrêter, se mettre en pause, les outils changent tous les 3 mois, les attentes du métier, elles évoluent en continu et de plus en plus vite, et où les directions formation doivent livrer des programmes toujours de qualité et d'excellence dans les délais de plus en plus courts. Et donc, le vrai défi aujourd'hui, je pense pour nous, fonction formation, fonction LND, c'est pas forcément de faire plus, mais c'est de faire les bons arbitrages, c'est de recentrer finalement la chaîne de valeur de la formation sur ce qui transforme réellement. C'est pas de délivrer plus de contenu, mais c'est de réfléchir là où ce contenu a le plus de valeur pour nos entreprises et ce sur quoi on va avoir le plus d'impact. Donc chez nous, on a aussi dit non, et je pense que le pouvoir aussi et la vraie puissance stratégique, en tout cas le plus gros challenge, c'est de savoir dire non et de pouvoir dire non par rapport à des demandes qui évoluent sans cesse et qui est un véritable tonneau des Danaïdes, pour se positionner réellement là où l'entreprise a de la valeur, enfin en tout cas là où la formation a de la valeur pour l'entreprise. Voilà ce qui est le plus gros challenge pour cette année, dans les années à venir. Le mot de la fin sur cette question, Jean-Roch?
Je rajoutais un sujet important par rapport à tout ce qu'on tente de mettre en place. Nous, on considère que le plus grand des défis, c'est le passage à l'échelle et la durabilité de nos initiatives. C'est toute la différence entre une idée qui est déployée une fois, un dispositif qu'on voit une fois, et puis qui s'évapore. Et puis, au contraire, des approches pérennes. Il n'y en a pas tant que ça en réalité. Notre plan d'innovation tourne depuis 6 ans. On regarde les innovations les mieux installées, celles qui ont déjà disparu. Donc, c'est le passage à l'échelle durable. Voilà, pour nous, le point clé de tout ce qu'on expérimente dans l'entreprise vis-à-vis de nos clients internes. Je te remercie pour ce commentaire. Je vais accélérer un peu. Il nous reste une dizaine de minutes sur la partie 2. On va faire un sondage maintenant au niveau des participants. Quelle est votre priorité numéro 1 en 2026? Donc, vous voyez apparaître dans le pulse. On a montré l'impact de la formation sur le business, innover en formation, développer les compétences ou intégrer l'IA. On a les tendances s'inversent. On est toujours sur l'impact de la formation et développer les compétences avec l'intégration d'IA. L'innovation, ce n'est plus un sujet apparemment dans ce contexte-là. Ah, ça remonte un petit peu. Donc, le mot de la fin, ça sera sur l'impact sur lequel on va revenir tout à l'heure, à développer les compétences. Ouais, ça tourne vraiment, là c'est en train de se panacher. On va revenir justement sur l'impact qui semble être un grand sujet pour tout le monde. Sur le d'accord ou pas d'accord, alors je vais vous demander de le faire d'une manière très rapide. Donc, ça va être de me faire un signe. On a perdu Jean-Roch pour le signe, c'est un peu dommage. Avant d'expliquer vraiment très rapidement, c'est est-ce qu'il est impossible à mesurer? C'est on est d'accord, on n'est pas d'accord ou ça dépend. Et vous pouvez aussi dans le chat mettre vos informations. Donc, on va le faire très rapidement comme ça. Donc, vous pouvez le mettre dans le chat pour les autres. Et pour vous, donc d'accord, pas d'accord? Ou... Ça dépend. Ça dépend. OK, c'est plutôt comme ça. Donc, comment vous le démontrez en une phrase, la valeur de la formation finalement? Après, tu peux pas. Enfin, chez nous, on ne peut pas le démontrer tout le temps. Et quand on essaye, en fonction du contexte, on essaye de voir là où on a des indicateurs qui nous permettraient de démontrer l'impact. On l'a fait, par exemple, si on a des ventes, là, on peut le faire. On peut aussi montrer l'impact des fois parce qu'un process qui est mal compris va remonter beaucoup d'incidents. Bon, s'il est mieux compris, on va voir qu'il y aura moins d'incidents. Mais ça peut être aussi une culture programme qu'on essaye de développer et qu'on va… Après, il y aura des systèmes d'écoute, des conversations à des fins de formation. Et du coup, là, tu vois bien si le taux de placement de certains mots est plus adéquate, c'est que peut-être là, tu peux voir qu'il y a une tendance de ta formation. Voilà, il y a différents… Je pense que ça dépend des contextes. Nous, on n'arrive pas du tout à mesurer tout. Quand on peut, on essaie de le faire. Et en fait, on met toujours une intention de le faire, même si on n'arrive pas à le faire. Voilà. C'est-à-dire, des fois, oui, on ne peut pas le faire ou on n'a pas le temps de tout mesurer parce que puis on n'a pas les datas suffisantes, etc., pour faire le lien avec la prod. Ça dépend. Voilà. OK. Florent? Oui, pardon. Moi, je ne suis pas forcément d'accord sur l'affirmation. C'est pas que le ROI de la formation est impossible à mesurer, mais ce qui est plutôt impossible, c'est de tout mesurer avec le même indicateur. Je pense qu'on peut mesurer beaucoup de choses en formation. Dans la formation et dans la RH, on a beaucoup d'indicateurs, beaucoup de KPI et même parfois trop. En formation, on peut mesurer beaucoup de choses. Le problème, c'est pas la mesure finalement, c'est qu'on a longtemps mesuré des choses, des mauvaises choses en fait, le nombre de personnes formées, le taux de complétion, la satisfaction à chaud,
qui sont non pas des indicateurs d'impact, mais des indicateurs d'activité. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut, grâce à un vrai travail, une vraie réflexion sur les indicateurs, je pense que Jean t'embrayera là-dessus, mais on peut vraiment montrer l'impact de l'activité formation avec le taux de rétention, avec le time to skill, avec l'impact sur la productivité, l'impact sur l'adoption de tel ou tel outil IA, le temps de monter en compétence d'un junior, etc. Donc, pour moi, je ne suis pas d'accord parce qu'on mesure les mauvaises choses. Et ça passe nécessairement par une réflexion profonde et collective sur qu'est-ce qui fait véritablement l'impact de nos initiatives. Je te remercie. Pas de vanity metrics chez toi, c'est parfait. Jean-Roch. Oui, pour rebondir sur ce que disait Florent, je crois que c'est une histoire de prisme, de perspective. Évidemment, nos indicateurs d'activité, comme le dit Florent, ou de moyens en réalité, on en a quand même besoin puisque les entreprises sont souvent engagées dans des accords, des rapports à publier. Donc évidemment, nous les calculons. Mais ce sont des indicateurs, finalement, une fois de plus, de moyens. Ce n'est pas une fin en soi. Alors malheureusement, on a beaucoup mesuré ça. On continue à le mesurer. Moi, mon observation, c'est que la démonstration du ROI, comme le disait Bérangère, n'est pas évidente dans tous les cas. Ça part d'une réflexion amont qui, si elle n'est pas faite, c'est-à-dire si le branchement avec le business et les engagements n'est pas réalisé proprement au départ, ça va être très compliqué de démontrer à la fin que c'est uniquement la formation, par exemple, qui est la seule cause pouvant expliquer tel ou tel changement, typiquement de comportement, par exemple, des vendeurs. Donc, certaines entreprises l'ont déjà fait, mais c'est toujours circonstancié avec un long travail en amont d'engagement commun sur ce sur quoi on va pouvoir mesurer le résultat. Donc, chez Safran University, il est très évident que la plupart des formations qu'on délivre au campus, on serait bien incapable de délivrer un ROI. On reste donc surtout sur une perspective classique de mesure RH. Par contre, tout ce qu'on a lancé maintenant depuis 4 ans en territoire col bleu, là, on a changé de prisme et on revient au débat de tout à l'heure. C'est qu'on ne passe pas par un langage RH, y compris dans les indicateurs, on passe plutôt par un langage opérationnel et on a adossé certaines de nos innovations à des indicateurs d'impact qu'on appelle les indicateurs d'opérationnalité. Vous pourrez aller voir qu'on a publié il y a, je crois, 2 ans ou 3 ans dans les pages de la Harvard Business Review France. Ces indicateurs-là, ils sont vraiment indexés sur ce qu'attendent les opérationnels. Ils sont eux-mêmes à l'image du changement de perspective entre RH et besoins opérationnels. Donc, typiquement, un sujet brûlant chez nous, c'est le temps d'autonomisation en formation sur les lignes de production qui ne cesse de se réduire par les augmentations de cadence. Ça parle aux opérationnels. Et donc, le TTA, aujourd'hui, certaines de nos filiales, grâce à ce qu'on a fait en tutorat digitalisé, ont fait des gains très importants de formation au poste plus rapide. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes plus rapidement seul sur la ligne de production à produire les pièces runner, les pièces qui reviennent le plus. Et là, il y a un gain opérationnel significatif. Vous voyez, donc finalement, ça va avec le changement de prisme. Lorsqu'on va cadrer un besoin, on parle d'un besoin opérationnel et pas d'entreprise apprenante. C'est la même chose avec les indicateurs. Les indicateurs RH n'intéressent pas nos opérationnels. Ils nous intéressent nous, mais pas eux. Donc, du coup, de la même façon, on discute plutôt en indicateur d'opérationnalité. Ça intéresse vraiment les opérationnels. Merci pour ces précisions. Je vais passer sur les slides parce qu'on l'a déjà démontré, vous en avez parlé. Des compétences critiques, on pourra y revenir peut-être un peu plus tard. L'innovation, le rôle que va jouer l'IA dans vos équipes. Je viens sur les slides suivants parce que finalement, je pense que vous allez pouvoir me wrapper ça ensemble. Et déjà, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Elle est devenue indispensable. Qui n'est pas d'accord parmi vous sur cette. On est d'accord là-dessus. Et puis, l'IA aussi, donc dans vos équipes, le manager, est-ce qu'il a un rôle à jouer ou un nouveau rôle? Donc, parce que pour moi, le manager, il est de plus en plus lié aux équipes L&D. C'est pour ça que j'en fais une seule question pour vous.
Ouais, moi, si je peux me permettre, parce qu'on a beaucoup travaillé sur cette thématique du management, avec effectivement ce changement de rôle progressif qui est lié aussi aux transformations du monde et l'arrivée de nouvelles générations. Les Gen Z seront 75% en 2030 dans le monde du travail. C'est l'étude de Deloitte Human Capital qui le montre. Donc, il y a un changement de paradigme pour le manager. Le manager aujourd'hui, et de plus en plus dans le futur, ça sera de moins en moins celui qui va décider de manière unilatérale, qui va tout savoir. Bref, ça va être de moins en moins l'expert. Ça va être beaucoup plus le chef d'orchestre du travail collectif. Et ça a des répercussions en termes de formation, notamment en termes de relais formation. Et un manager va être beaucoup plus, non pas celui qui prescrit de la formation de manière obligatoire, mais celui qui devient un véritable curateur, qui oriente son équipe, qui sait détecter le besoin de son collaborateur au bon moment, recommander la bonne ressource de formation et la bonne capsule, qu'elle soit sur telle ou telle plateforme de formation, qui sait où la trouver, mais aussi contextualiser l'apprentissage dans le travail réel. Et ça, c'est extrêmement important pour nous en formation devant ce flot de contenu. C'est le bon contenu, mais aussi la contextualisation, le pourquoi, en fait, j'ai besoin de ce contenu. Donc, c'est tout un changement d'identité et une mue du manager qui va vraiment passer de celui de sachant, celui d'expert, à celui qui aide à trouver. Et chez Deloitte, nous, on accompagne véritablement cette transition avec ce programme Elevate qui intègre aussi le leadership dans cette optique-là, de non pas former des experts techniques, mais des managers qui seront capables de poser un cadre dans un environnement qui est tout le temps en mouvement et d'accompagner ces équipes pour évoluer dans ce monde qui change très vite. Si vous avez quelque chose à ajouter ou si vous êtes proche. Dans le cap collectif, il y aura un élément important, c'est l'entretien du positionnement des usages de l'IA, aussi puissante soit-elle, relativement aux individus et justement au collectif de l'équipe. Moi, il y a un sujet que je pense important chez les managers, outre peut-être un principe d'exemplarité sur les usages, parce que le manager donne le ton, c'est-à-dire que si le manager demain ne rédige plus que des mails avec de l'IA, l'équipe risque de faire la même chose. Donc, pour moi, il y a un travail aussi d'aider ou de guider pour ne pas totalement se décharger d'un point de vue cognitif, c'est-à-dire de ne pas encourager, selon moi, un usage forcené de l'IA. D'ailleurs, on risque aussi avec des phénomènes d'isolement. On a travaillé en club sur le positionnement des agents conversationnels dans les équipes, pas plus tard que vendredi dernier. Ça aussi, ça va être un sacré challenge, parce qu'il y a énormément de shadowing. Les gens utilisent des agents base arrière. On pourrait se retrouver avec des espèces de cellules complètement isolées les unes des autres, avec un problème de collectif à l'arrivée. Ça va être important. Et le dernier élément, moi, qui me semble prégnant, dans un monde dominé par le temps court, pour moi, les managers, plus que jamais, doivent travailler à valoriser le temps long. Et là, il y a un défi de taille, parce qu'on peut être très tenté de faire l'inverse, c'est de ne pas regarder que les résultats qu'on va nous fournir, parce que si le manager dit « ça me va » sans s'intéresser au comment, le ton sera donné, tout le monde poussera le curseur clairement de délégation en IA. Donc, pour moi, un bon manager va s'intéresser aussi au cheminement des uns et des autres dans leur production, et surtout pas uniquement aux résultats exclusifs. Sinon, si ce n'est encourager des productions IAtisées totales, puisque les gens se diront de toute façon tout le monde s'en fout, personne ne regarde la copie. Et on serait certainement dans un monde de passe-plat d'ailleurs très inintéressant, où plus personne ne lit rien et ne regarde rien. Ouais. Tu veux ajouter quelque chose, Claire ? Non, mais c'est vrai. Nous, on le vit vraiment là. C'est que ce que disait Florent par rapport au fait que tu seras plus celui qui inspire, qui dit quoi faire, etc. Mais on le voit carrément. Tu as des gens dans les équipes qui ont explosé, qui se sont révélés, je sais pas, techno-IA lover, quoi. Et du coup, là, ils vont t'abreuver, ils vont te donner plein de trucs et tout. Et toi, ton rôle aussi maintenant, c'est d'accueillir et vraiment bien accueillir et de voir comment tu peux pour pas lui dire non, tu vas trouver tout n'importe. Non, il faut que tu fasses quelque chose avec tout ce qu'ils te donnent. Tandis que tu en as derrière qui ne sont pas du tout dans le même état d'esprit, tu ne peux pas les laisser derrière. Donc, tu es à la fois en train de créer des conditions pour que l'IA soit un peu IA compatible, quoi. Et en même temps, il faut que tu crées évidemment les conditions de sécurité qui deviennent pour que ça garde toujours le sens et en même temps que ton équipe aille toujours bien dans ce monde de vitesse et de techno. Enfin,
là, je trouve que c'est nouveau, il faut encourager, expérimenter, mais faire attention à eux à tous les niveaux aussi, et toi aussi de faire attention à toi. Et enfin voilà, et puis laisser personne sur la route. Enfin, en tant que là, c'est manager je trouve que ça impacte beaucoup, beaucoup. Ouais, c'est des gros changements, je trouve. Ouais. Merci. Donc sur l'IA va remplacer une partie des équipes. Je vais faire le lien aussi avec est-ce que ça entraîne des changements de structuration de vos équipes, parce que ou est-ce que vous avez des nouvelles ressources à engager? Comment vous le vivez? Très rapidement, parce qu'on a déjà dépassé le timing, on arrive sur le dernier sujet. Oui, je pense que le LND ne fait pas exception à la règle quand on parle de transformation, de nouvelles compétences et de nouveaux rôles. Notamment, moi, j'insisterai, et j'ai beaucoup insisté cette année dans mon équipe sur la partie de Learning Data Analyst. Donc, c'est finalement le rôle qui récupère la flopée de données qu'on a à disposition en formation, parce qu'on en a beaucoup, pour pouvoir à la fois faire un diagnostic sur l'existant, mais aussi du prédictif, donc c'est-à-dire des recommandations sur les besoins en formation, les périodes de formation dans lesquelles planifier telle ou telle formation, et finalement de pouvoir avoir ce regard in fine sur les compétences. Je pense aussi qu'un des rôles qui émerge ou qui a émergé, c'est le spécialiste IA, soit en interne des équipes, soit en externe sur de la veille, avec des groupes de veille ou des comités interentreprises. Mais ce rôle de spécialiste IA, il est nécessaire parce qu'il est une boussole à la fois qui peut driver l'innovation. Quels outils, en fait, faire des benchmarks outils, mais quels outils sont pertinents, quels outils sont en capacité de rencontrer des véritables usages et problématiques métiers, et dans la flopée la jungle des outils qui naissent chaque jour, et des prestataires qui naissent chaque jour dans le monde de la formation. On le voit sur les différents salons. Donc pour moi, ces deux rôles-là, ils sont particulièrement émergents et importants pour les années à venir pour assurer le rôle stratégique de la formation. Ouais, je peux peut-être rebondir. Il y a des questions de positionnement qui seront très importantes sur l'articulation de l'IA au sein des équipes, que ce soit sur la production, avec ce que j'aime bien appeler l'IA de substitution, donc le degré de délégation aux IA par les ingénieurs pédagogiques, ça c'est une vraie question. Il y a aussi de nouvelles compétences à acquérir pour l'IA de confrontation. Nos auteurs-autrices vont apprendre à coder des conversations simulées. Elles ne savaient pas encore le faire l'année dernière. Donc là, ça, c'est très intéressant. Il y a un nouveau champ complet d'investigation. Sans parler évidemment de ce que disait Florent de la donnée, bien sûr, qui alors là est un Graal, sous réserve qu'on a les données disponibles et de qualité, dont on parlait un petit peu tout à l'heure. Mais j'aimerais vraiment insister sur un sujet important pour les équipes LND, justement pour ne pas y perdre leur âme. Justement, ce qui fera vraiment, selon moi, leur différenciant demain, ce n'est pas des productions IAtisées à gogo. Comme les gens produisent tout et n'importe quoi avec de l'IA dans les réseaux sociaux. Au contraire, je pense que leur marque de fabrique, c'est la marque de fabrique de gens qui savent, on en parle avec Florent d'ailleurs, qui savent écrire et produire aussi par voix authentique des contenus incarnés, car l'IA n'a aucune incarnation. Et insistons là-dessus, vraiment, on en débattait la semaine dernière avec Florent, les apprenants et apprenantes devraient, en termes de parcours de formation, être totalement agnostique d'un point de vue IA. L'IA est le moyen, mais en aucun cas la fin. D'ailleurs, la demande, ce n'est pas de mettre de l'IA dans des voyages, c'est de servir les objectifs opérationnels. Donc, il ne faut pas se méprendre là-dessus. On peut s'en servir à bon escient, mais avec un dosage attentif et sans trahir l'objectif initial, au risque sinon de produire des éléments, des modules insipides, sur lesquels on va s'effondrer en termes de valeur ajoutée, parce que dans ce cas-là, à quoi bon avoir une université d'entreprise, autant aller prendre GPT-3 ou je ne sais pas quoi. Donc, moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Au contraire, je pense que le nouveau différenciant demain, c'est l'authenticité avec laquelle on va arriver. L'IA indirect, oui, mais pas l'IA en direct. Ça, c'est clair. Pour moi, c'est rédhibitoire si demain, on se contente de cliquer sur les boutons de délégation pour produire les contenus. Merci pour cet éclairage. Et en conclusion, en 30 secondes, un takeaway pour votre audience aujourd'hui. J'ai entendu parler d'humain. On va faire le takeaway humain. Dans quel contexte vous le mettez?
Non, mais c'est ça, enfin, ce serait surtout nous, ce qu'on va essayer, c'est de garder le sens, quoi. De garder du sens, pour que ça ait encore de l'intérêt. S'il n'y a plus de sens, on pourra mettre ce qu'on veut. Enfin, nous, les premiers, on ne sera pas motivés à faire quoi que ce soit. Donc, voilà, moi, ce serait vraiment ça, essayer de toujours garder le sens de ce qu'on fait, quoi. Merci. Jean-Roch ? Je vais compléter en disant être attentif au cheminement, vraiment pour les pédagogues, c'est là que l'apprentissage se fait, c'est en reflétant sur le chemin et pas uniquement finalement regarder le résultat qu'on pourrait très bien produire comme ça d'un claquement de doigts, mais en fait on se méprend complètement. C'est pas le résultat qui est intéressant, c'est le chemin. C'est le même débat à l'éducation nationale. Si les professeurs valident uniquement les résultats, tout le monde utilisera ChatGPT pour écrire les poésies. Par contre, un professeur qui regarde plutôt ce qu'il y a dans le ventre, le chemin d'apprentissage, ça c'est un message et un signal envoyé à qui de droit. Donc pour nous, c'est très important aussi de regarder les cheminements, les progressions, si on peut en tout cas, et pas uniquement finalement les résultats qui sont des façades. Ouais. Donc le voilage du lit, c'est pas Itac. Florent ? Oui, exactement. Et moi, j'aime bien cette phrase sur le voyage que tu cites souvent, Jean-Roch, d'ailleurs, qui est un voyage, ça commence par une destination. On se pose beaucoup la question aujourd'hui, en 2026, de savoir où on va. Et donc, ça passe par la quête du sens aussi. Si on ne sait pas répondre à la question, quelles sont les pratiques que nous voulons réellement transformer cette année dans nos entreprises, si cette réponse-là, elle est floue, je pense qu'on a encore du travail. On peut s'agiter dans tous les sens, on peut déployer des outils, essayer, faire des tests, mais en fin de compte, changer n'est pas transformer. Et je pense que c'est ce qu'il faut répéter, changer n'est pas transformer. On peut former massivement, on peut aller dans tous les sens, cocher toutes les cases, sans avoir réellement impacté et modifié la façon dont l'organisation travaille, crée de la valeur, impacte les métiers et les compétences pour aujourd'hui et pour demain. Vraiment, ça sera mon mot de la fin. Le voyage commence par une destination et changer n'est pas transformer, avoir une vision de la destination pour savoir où on va. Merci beaucoup pour les questions. Eh bien, si vous en avez, vous nous les mettez dans le chat. On y répondra par la suite parce que vous aurez bien entendu le replay du webinaire et puis vous pourrez revenir sur les interventions. Je tiens à vous remercier tous les trois pour cette participation. On peut vous retrouver évidemment sur LinkedIn pour poursuivre la discussion. À 14h, donc merci pour ceux qui sont encore là. Donc à 14h, on a le prochain webinaire sur l'IA avec un sujet, le LMS est-il mort? Ce que les transformations en cours changent vraiment. Donc voilà, c'est un thème un peu challengeant, on va dire, et on ne sera pas tous d'accord autour de la table sur les pratiques, donc ça va être rigolo aussi, donc discussion animée. Je vous souhaite un bon appétit et puis je vous dis à tout à l'heure pour le prochain webinaire avec Sébastien Fraisse qui est spécialiste data learning, donc on viendra sur le sujet des data, et puis ça sera animé par Michel Diaz de FEFOR. Donc bon appétit, merci à tous et à très bientôt. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir Bérangère. Au revoir tout le monde. Salut tout le monde.